Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Télé 7. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Nous allons aborder deux sujets d'actualité. Le premier, c'est la fin officielle des pourparlers de Kampala. Les déclarations finales ont été signées vendredi, plutôt jeudi à Nairobi et non pas à Kampala comme initialement prévu. Nous allons également parler des hommages du monde entier à l'icône de la politique anti-apartheid, au père de la nation arc-en-ciel Nelson Mandela, qui s'est éteint depuis aujourd'hui près d'une semaine. Et avant son inhumation, beaucoup de chefs d'État ont défilé en Afrique du Sud pour lui rendre un dernier hommage. Voilà deux sujets qui font le menu de cette émission qui reçoit pour vous Maître Zakari Kenda. Il est avocat, analyste politique, mais également cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Maître Zakari, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Nous commençons par le premier sujet. Finalement, après plusieurs tergiversations, l'accord, plutôt le gouvernement congolais et les M23, mais également la médiation, se mettent d'accord pour clôturer définitivement les pourparlers de Kampala qui auront mis près d'une année ou même une année où les deux parties ont discuté autour de beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, quelle analyse d'abord personnellement vous faites de cette déclaration de fin de pourparlers de Kampala? Oui, merci monsieur le journaliste, merci surtout pour votre invitation. Je suis sur cette analyse à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'implication de la communauté internationale. Le second niveau, c'est au niveau des acteurs du gouvernement dans notre pays. Au niveau de la communauté internationale, vous savez qu'avec leur implication, la guerre est terminée de la manière qu'elle est terminée. 6 mois et 6 jours avaient suffi pour débouter les M23 dehors pour une force négative qui a fait une année presque pour nous combattre. Et la défaire dans 6 jours, il y avait beaucoup d'interrogations. Nous avons dit que la MONUSCO avait mis la main à la pâte. Nous avons dit que la brigade spéciale était là, l'arrivée des drones. Et l'implication de cette communauté internationale avec toutes les sanctions contre Rwanda, je crois que ça a permis à ce que les choses puissent accélérer. Si c'est ce même soutien de cette communauté internationale qui est allée influer sur la course des choses dans les pourparlers de Kampala, qui a piétiné, vous le savez, toute une année. C'est parti au mois de décembre en 2012 jusqu'à aujourd'hui, ça fait presque une année. Donc je dis, ça peut être le bon cette fois-ci, et si la communauté internationale ne veut pas regarder seulement sur le chemin de ses intérêts, et regarder le chemin des intérêts du peuple congolais, de la souffrance qu'on a endurée, et on nous a même surnommé que nous étions la capitale du monde de viol. Donc je crois que cette fois-là, et cette fois-ci, ça pourrait être le bon. Mais si c'est pour à l'interne, je crains que nous puissions avoir encore les M12. Vous rappellerez que le CNDP a signé les accords exactement dans les mêmes termes que ce qu'on vient de signer. Dans les mêmes termes. On a dit qu'on ne se muerait plus encore en rébellion. Nous avons mis fin au mouvement rebelle. Nous nous muons aujourd'hui en parti politique. Mais il y a eu un certain 23 mars que les gens se réveillent le matin pour dire nous sommes les M23 sans que les CNDP disent quelque chose. Est-ce que nous ne courons pas vers ces risques-là encore pour qu'un jour on puisse dire nous sommes les M12 puisque tel n'a pas été respecté. Vous savez, dans les accords-là, oui. Dans les accords, ils réclament les rapatriements de leurs gens qui ont été pris en otage, de leurs malades et tout ça, alors que nous ne réclamons rien. Nous ne réclamons rien de ceux qui sont de l'autre côté de la force négative. Ont été arrêtés. Les prêtres catholiques ont été, les abbés, je crois, ont été enlevés. On a enlevé les hommes, on a enlevé les femmes. Mais dans les accords, là, les gouvernements congolais ne les réclament pas. Très bien. Quel est leur sort? Oui, ce qu'il faut préciser également, c'est que les deux parties, en fait, on a eu trois textes qui ont été signés. Le premier, c'est le M23 qui le signe individuellement par Bertrand Bisimwa et dans lequel le M23 met fin à sa lutte armée, en fait, à la rébellion, accepte de se rendre en quelque sorte. Et le deuxième texte, il est signé par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui, au nom du gouvernement congolais, accepte d'accorder l'amnistie non pas seulement pas de manière collective à tout le monde, mais l'amnistie seulement à des personnes qui y seront éligibles. Mais avec une condition, tous ceux qui sont poursuivis pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des viols, ne bénéficieront pas de cette mesure-là. Et le troisième texte, c'est le président
président ougandais qui était médiateur dans cette crise, et président de la CIRGEL, qui signe pour constater officiellement la fin pour parler de Kampala. De tous ces 3 textes, on dit finalement que c'est le gouvernement congolais qui a obtenu gain de cause parce que le gouvernement refusait de signer un accord politique pour ne pas donner une issue, une sortie plus ou moins bonne pour la rébellion défaite du M23. Mais a signé quand même avec une force qu'il a vaincue militairement sur le terrain. Mais de manière séparée. Il a signé, même si de manière séparée. J'insiste, à moins que ce soit la communauté internationale cette fois-ci, puisque vous savez, au départ, on nous a dit que c'était les grandes puissances qui nous faisaient la guerre. On nous a dit que c'était les multinationales qui nous faisaient la guerre. On dit que le Rwanda nous faisait la guerre, l'Ouganda, le Burundi qui nous faisaient la guerre. À moins que ceux-là, dont on nous a enseigné hier, que ce sont eux qui nous faisaient la guerre, ont décidé définitivement de mettre fin à cette guerre, je peux encore croire. Mais quand il s'agit de la signature seulement de ces accords, de ces 3 documents, moi je reste encore sceptique. Et je crois que, je ne dis pas que j'engage l'UDPS, ça peut être aussi le point de vue de l'UDPS, puisqu'à l'UDPS nous avons l'habitude de réfléchir et d'aller au-delà des événements qui peuvent s'imprevenir. Vous vous rappellerez que le CNDP avait signé de la même manière. Le CNDP avait signé les accords, toujours par le même président et ministre Raymond Tshibanda. Ils avaient signé, moi j'ai lu les accords, ils avaient signé en mettant fin, en prenant l'engagement de mettre fin à la guerre et de ne plus revenir, de réclamer autrement que par les armes. C'est écrit dans cet accord-là. Mais vous avez vu, ce n'est pas le CNDP qui est venu. Ce sont des intrus, le branchement par malice qui viennent, non, nous sommes les M23. L'histoire se répète. Aujourd'hui encore, ils disent, nous ne sommes plus un mouvement politico-militaire, nous ne sommes plus des militaires, nous avons été défaits, nous ne serons pas encore revendiqués, nous ne ferons pas faire la rébellion et nous mettons fin à notre mouvement. Nous mettons fin, ils signent. Est-ce qu'il n'y aura pas encore des individus qui viendront se réclamer les M12? Ça, c'est très important, c'est ce que j'ai dit. Notre peuple doit rester très très vigilant à ce côté. Et surtout le peuple de l'Est doit rester très très vigilant là-dessus. Parce que si c'est pour ces accords seulement à l'interne, moi je suis encore sceptique qu'on aurait mis fin totalement. Et à moins que la communauté internationale, les grandes puissances dont on nous a parlé hier, elles qui nous ont fait la guerre, je pourrais encore croire que si c'est ces puissances-là qui ont décidé de mettre définitivement fin, comme j'ai suivi l'analyse aux Nations Unies hier, où dans les grandes chancelleries on a dit la page de l'histoire en appui démocratique du Congo est tournée. Là, je suis d'accord. Alors, la page est tournée. La question maintenant, vous êtes acteur politique. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire concrètement au niveau du gouvernement pour qu'on ne retombe pas dans cette situation où un groupe d'individus peut se réveiller le matin, ils prennent les armes et ils mettent en danger la vie de plusieurs individus, de plusieurs citoyens, comme c'est le cas dans l'Est du pays? Il n'y a pas de magie à faire. Nous ne sommes pas une nation créée contre nature, comme toutes les autres nations. Dans les autres nations, on sait respecter les souverains primaires. Ça, c'est la première condition. La première condition, sine qua non, respecter quand même les souverains primaires. Vous avez vu lors des élections, M. Kabila prendre l'avion, M. Tshisekedi prendre l'avion. Ils sont allés vers où? Kabila était déjà président de la République. Mais il est allé vers les souverains primaires pour avoir le pouvoir. Et lorsqu'il est parti, qu'on ne lui a pas donné, il s'est imposé. Voilà, nous sommes arrivés aux négociations pour parler et à ces choses de prendre les armes. Pour éviter de prendre des armes, nous devons d'abord respecter nos institutions. Nos institutions doivent d'abord respecter la loi du pays, la constitution qui est la loi des lois. Lorsqu'on respecte la constitution a ses principes, a ses périodicités, a ses moments clés. Par exemple, aller aux élections. Quand il faut respecter les élections, les urnes, les résultats des urnes, nous n'arrivons pas à ce genre de choses. Imaginez qu'on organise les élections. On dit que tel a gagné. L'autre dit non, moi je suis fort, j'y suis et je reste. Et les mécontents, puisque tout le monde ne sera pas mécontent de la même manière. Moi qui vous parle, j'ai été victime d'un vol des élections à Tchikapa par les hommes qui ne sont pas moindres, qui siègent là-bas, qui bouffent l'argent de l'État pour rien, pourtant des impopulaires terribles à Tchikapa qui n'ont pas été élus. Alors, de ma manière, je pouvais dire, je vais chercher des fétiches puisque je ne pouvais pas faire la rébellion. Je pouvais aller chercher des fétiches si je n'étais pas chrétien. Là, au niveau du pays, il y a des gens qui disent
Parler comme ça, on ne va pas nous entendre. Descendre dans la rue, on va nous faire sortir des chars. Autant mieux faire quoi? Prendre les armes. Il n'y a que ce langage-là que ce gouvernement entend. Voilà pourquoi les gens arrivent à prendre les armes. Les gens qui sont élus, mais décident de traverser pour aller de l'autre côté, venir vous combattre. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à respecter la loi. Qu'on respecte la Constitution, qu'on respecte les étapes de la Constitution, qu'on respecte la nationalité. C'est dit dans la Constitution, on la viole matin et soir. Personne n'en parle. Et regardez à l'Assemblée nationale, mon frère. Vous avez un président de l'Assemblée nationale qui n'a pas été élu par ses pairs. Qui n'a pas été élu. Il n'y a pas eu un jeu. On vient là, on les proclame avec toute l'équipe du bureau. Ils sont là. Même quand on parle, comment vous avez suivi les débats hier sur le projet de crédit provisoire. Vous avez suivi les débats. Il y a des députés, pour ne pas les citer, Maître Kondo, le vieux qu'on peut donner beaucoup de respect, l'ancien, les 13 parlementaires, le Sangangele. Il y a les autres qui ont parlé, qui ont dit des choses vraies, qui pouvaient ne fût-ce que demander qu'on puisse prolonger la session parlementaire, mais on a refusé parce que les choses étaient déjà boutiquées. Et les choses étant boutiquées, puisqu'ils se retrouvent les oiseaux de même plumage, ça frustre les gens. Et quand ça frustre les gens, vous savez que le Sangangele était frustré hier. Il a parlé au point où il n'a même pas dit qu'est-ce qu'on devait faire, au point où on lui a ravi les micros. Sauf qu'il était exacerbé quand il a dit que nous ne sommes pas un parlement moindre que les parlements à travers le monde entier. Donc le secret réside dans le respect du jeu. On ne peut pas imaginez, on ne peut pas modifier la Constitution à 2 semaines ou à 2 mois des élections. On ne peut pas le faire. On ne peut pas toucher à ça. Et la Constitution, c'est un texte, on dirait sacré. Dans d'autres pays, il y a des siècles pour toucher à ça. Il y a des dizaines d'années pour toucher à ça. Mais chez nous, c'est chaque seconde, c'est chaque minute. Alors, on promet au peuple, on ne donne pas. On a promis des provinces. Le peuple n'en a pas. On a promis la décentralisation. Le peuple n'en a pas. On a promis 40% à la source. Le peuple n'en a pas. Tout ça, ça crée des frustrations et ça donne l'occasion à ceux qui ont l'occasion de traverser et de faire la guerre et de prendre des armes pour tuer des millions de Congolais pour rien, alors qu'on aurait pu respecter et suivre l'exemple de Mandela pour ne pas chercher à s'éterniser. Nous allons revenir sur Mandela, mais là, c'est là où nous allons parler de la classe politique. Au regard de tout ce que vous venez d'expliquer, de dénoncer, est-ce que vous ne voyez pas c'est la faute à vous, la classe politique actuelle? Vous qui avez la possibilité de concourir aux élections, d'aller parler aux électeurs, vous ne voyez pas que vous n'êtes pas à la hauteur de votre tâche? Non, écoutez, vous étiez pressé d'aller en Afrique du Sud, aller rendre hommage à Nelson Mandela. On va revenir sur Mandela. Mais je réponds à la question. Ouais. Vous étiez le premier à courir vite en Afrique du Sud pour rendre hommage à Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela, on ne lui avait pas volé la victoire. Ce n'est pas de notre faute. Nous avons dit, vous êtes là. Nous avons été à Sun City. Et c'est ce qu'il a signé. Il a signé ce qu'on vous appelle sur la Constitution de la 3e République. Ce n'est même pas une Constitution de la 3e République, c'est plutôt des accords de belligérants qu'Étienne Tshisekedi avait signé avec réserve. En signant avec réserve, puisqu'il y avait déjà 6 millions de morts, il avait respecté le sang du peuple congolais et il est resté en écart. Il n'a pas voulu étouffer. Et Tshisekedi n'a pas fait l'opposition contre Kabila de 2003 jusqu'en 2011. Et Tshisekedi lève l'option d'aller aux élections. Comment notre faute? Puisque le pouvoir, on l'a que par les élections. On a le pouvoir taboulé dont on a rendu les hommages. Il a chanté en 63, ça vient de Kabila, le conseiller de Kabila. Il a chanté en 63, il dit, ne peut diriger le pays que celui qui est élu. Et Tshisekedi est allé chercher le suffrage du peuple. Le peuple l'a élu massivement. Vous êtes journaliste, je ne vous apprends rien. Il n'y a pas de secret, puisqu'à un moment donné, il faut prendre des options courageuse. C'est là que c'est au bout de ces options-là qu'il y a la vérité et qu'il y a la survie de la nation. Tshisekedi a été élu. Vous savez ce qui est arrivé. Vous pouvez dire qu'il n'a pas été élu. Moi qui vous parle, j'ai été élu. Ma circonscription, c'est comme ça. La circonscription électorale de Tchikapeville, c'est comme ça. Il n'y a pas moyen de tromper. J'ai été élu. Mais ceux qui se sont fait proclamer là, ils se sont programmés sur quelle base? Et ça ne peut pas nous aider. Et ça, ce n'est pas de notre faute. Nous savons que nous avons créé l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti pacifique. Vous les connaissez. Des années entières, 31 années de lutte, nous avons été toujours pacifiques pour aller chercher les élections dans les urnes. Nous sommes allés dans les urnes. Mais regardez comment on nous traite dans les urnes. L'UDPS mérite 40 députés dans ce pays. L'UDPS, vous avez fait quoi pour que le peuple vous vote à 300 députés et que refuse à l'UDPS qui s'est battu, qui a refusé corruption, qui a refusé des antivaleurs, qu'on lui vote à 40%. C'est impensable, c'est impensable. Et c'est ce qui fait que le pays soit toujours chétif et reste au stade où il est aujourd'hui. Donc vous devez, c'est plus cette question à poser aux gens qui sont au pouvoir, qui provoquent et qui dérangent. Très bien, merci, mais je précise peut-être que si vous étiez élu,
vous seriez parmi les exclus parce que les gens qui ont été élus sur les listes de l'UDPS, la plupart n'ont pas respecté le mot d'ordre de Tshisekedi lui-même. C'est ça la classe politique congolaise dont je parle. Alors, on va maintenant revenir à cet autre sujet qui a fait la une de l'actualité au courant de la semaine. Sont ces hommages qui ont été rendus au président, l'ex-président sud-africain Nelson Mandela, dont le corps est encore en train d'être aujourd'hui exposé dans les grandes places sud-africaines pour recevoir des hommages avant l'inhumation prévue ce dimanche dans son village natal. Nous avons suivi mardi une cérémonie, en tout cas des hommages de tous les chefs d'État presque venus du monde entier. Quelle lecture vous avez fait que tous ces grands du monde viennent, en tout cas, s'incliner devant la tombe d'un Africain et particulièrement d'un Noir? Oui, j'ai dégagé deux leçons. La première leçon, la leçon de l'hypocrisie. L'hypocrisie des grandes puissances qui ont soutenu l'apartheid hier, qui ont combattu Mandela hier, qui l'ont jeté en prison, qui l'ont humilié, qui ont humilié l'Afrique tout entière. Ce sont des grandes puissances qui sont pressées à monter dans la tribune, à aller faire des grands discours, oubliant ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent à faire aujourd'hui sur le continent africain et dans les pays du tiers-monde. Donc j'ai compris que j'ai tiré la leçon de l'hypocrisie sur le plan international. Et j'ai compris que Mandela, il avait dépassé toutes les dimensions. Pourquoi il a dépassé toutes les dimensions? Ça, je n'ai pas entendu beaucoup de gens le dire. Mandela, en étant en prison, ce n'est pas parce qu'il était président sud-africain. Ce n'est pas parce qu'il a organisé la réconciliation, les dialogues de réconciliation en Afrique du Sud. Ce n'est pas parce qu'il a fait seulement 27 ans en prison. Mandela, lorsqu'il est arrêté, il y a eu un système odieux. Un système de l'apartheid. Ce système a été condamné systématiquement à travers le monde entier, surtout dans les pays du tiers-monde, les pays des Caraïbes, Pacifique, les non-alignés, l'OIA et tous ces pays-là. Donc, dans toutes les rencontres internationales, on devait toujours revenir sur l'apartheid, demander l'abolition de l'apartheid et de Nelson Mandela qui était en prison. C'est là que le nom d'un homme a pris l'ascension, a pris de la dimension. Rappelez-vous le long discours de Mobutu. Mobutu a tenu plusieurs discours où il fustigeait l'apartheid, où on réclamait que la liberté de Nelson Mandela et l'abolition de l'apartheid. Départ déjà ces origines-là, Mandela était déjà sorti hors pair et il a perduré jusqu'à 27 ans. Et n'oubliez pas aussi que le jour que Mandela a été réclamé, et Mandela était réclamé à travers le monde entier pour sa libération. Et le jour que Mandela a été libéré, c'était retransmis le monde entier. Je me rappelle, j'étais en 6e où je venais d'avoir mon diplôme d'État. Le 11 février 90, j'avais déjà mon diplôme d'État. J'étais jamais à l'université. Le 11 février, c'était en direct. Moi, je l'ai suivi personnellement depuis le Lubumbashi. Je l'ai suivi. Quand il est sorti, c'était médiatisé au travers le monde. Et là aussi, les Noirs étaient portés plus que comme le jour de sa mort. C'est ainsi que quand il est sorti de la prison, il n'a pas un élément très très positif. Il n'a pas tenu compte de ses bourreaux, il n'a pas tenu compte de ses souffrances de 27 années de prison, mais il a dit, non, je regarde à l'Afrique du Sud, grand, uni, fort, prospère, pour le bien-être des générations à venir. Il a pardonné tous ses bourreaux. On l'a vu avec le président de Klerk, main dans la main, et ils ont soulevé la main, et c'était beau, c'était bien, et il est sorti de la prison, président de la République. Président de la République, il sort de la présidence, il abandonne le pouvoir alors qu'il avait encore la force en lui, il était encore si fort pour briguer un autre mandat. Il abandonne, il dit, j'abandonne, je ne suis pas venu pour s'éterniser au pouvoir, le pouvoir c'était un mandat, c'est une mission que Dieu m'a donnée. J'en ai fait mon mandat et je pars. Réussir ou pas réussir, Mandela, je pars. Mandela est parti. Là aussi, il a encore élevé encore son nom plus que ça. Et quand il sort, Mandela se met encore au service des autres. Fatigué, vous l'avez entendu, vous êtes journaliste, où Mandela refusait même des visites des gens. Il dit, je suis fatigué, qu'est-ce qui a à me déranger? Qu'est-ce que vous venez voir? Allez donner vos histoires aux pauvres, à ceux qui en ont besoin. Mandela déclarait comme ça. Et plus qu'il déclarait comme ça, Mandela se faisait encore plus grand que quand il était en prison, quand il était président de la République, quand il venait d'abandonner les partis et abandonner le pouvoir. Et Mandela, on l'a vu au stade, avec l'inauguration de la Coupe du Monde. En organisant la Coupe du Monde, c'était aussi encore un moment solennel et pathétique qui devait faire élever Mandela au niveau où il est élevé, et sa mort vient de le prouver maintenant que même ceux qui étaient contre hier avec lui, même ceux qui étaient avec lui sont venus s'incliner. Nous avons entendu des discours, et même ceux
qui, verbalement, comme Obama l'a dit, ils disent qu'ils sont avec Mandela, mais comment ils traitent les oppositions chez eux. Donc tout le monde est allé s'incliner chez Wen Baoba, un géant, je l'ai dit, un vent africain qui s'est éteint et qui est pleuré en Afrique du Sud et à travers le monde entier. Très bien. Alors, vous avez peut-être anticipé. On va maintenant analyser ces discours. On prend le discours de Ban Ki-moon qui dit finalement, il reconnaît à Mandela un grand homme qui s'est battu contre les injustices, contre l'oppression. Et c'est presque le même discours que le président Barack Obama qui dit de Mandela que c'est son mentor, c'est celui qui le prend comme exemple. Et toute sa vie politique, il s'est inspiré du combat de cet homme, bien sûr Martin Luther King aussi. Et comment vous analysez tous ces discours et le président Zuma, quand il monte, il est presque conspué par ses propres compatriotes. Comment on peut comprendre toutes ces images? Bon, toutes ces images pathétiques ou qui touchent au cœur, qui fait vibrer votre être entier. Et quand vous voyez l'homme étalé, le cercueil, un homme qui était debout, qui pouvait danser devant des millions et des millions au stade et des millions de téléspectateurs, aujourd'hui immobilisés dans un cercueil. Samedi, j'ai dit, la première leçon, j'ai dit, donc tout est vanité de vanité, tout va passer. Donc il faudrait, quand on est sur la terre, faire le bien, écrire son nom dans l'histoire positive. La première leçon. Deuxième leçon, il faudrait savoir que vous laissez une progéniture. Et cette progéniture, vous la faites entrer dans l'histoire, selon que vous voulez, positive ou négative. Nous avons dans notre pays, regardez, malheureusement, ils sont tous morts, les enfants de Mobutu, n'ont pas le même prestige aujourd'hui que les enfants de Taboulé. Ils n'ont pas le même prestige aujourd'hui que les enfants de Nelson Mandela. Ils n'en ont pas. Donc c'est quand vous êtes vivant que vous devez apprendre à cercler autour de votre parcelle pour laisser vos enfants dans de bonnes situations. Quand la troisième leçon, moi je crois que les géants du monde, Mandela leur a inspiré un modèle. Tous ils ont vanté. Mais j'aurais souhaité qu'ils traduisent ça dans acte. De libérer l'Afrique, de ne pas venir nous choisir les dirigeants, de ne pas nous les imposer. Ce n'est pas que votre papa décède, on vous met vous président de la République. Non, chez eux ça ne se fait pas. Et c'est ça pour cela que Mandela s'est battu. Mandela s'est battu contre les injustices, contre les inégalités. Mandela s'est battu. Vous savez que Mandela était en prison. Pas qu'il était en prison, on l'avait arrêté comme tel. Mandela était en prison, il refusait de sortir, puisqu'il disait que je ne peux sortir que si les Sud-Africains a le droit de vote. On allait à la prison. Est-ce que voulez-vous sortir et renoncer à votre lutte? Je ne sortirai que quand un Sud-Africain a le droit de voter. Donc, jusqu'à ce qu'on a compris que l'homme était tenace, on attendait peut-être qu'il allait mourir en prison, il n'est pas mort. Mandela est sorti victorieux. Aujourd'hui, nous avons encore de ces héros-là. Même dans ces pays, nous avons encore des phénomènes dans ces pays. Mais pourquoi les mêmes communautés internationales ne veulent pas? Vous avez suivi ici 2 poids 2 mesures. Prenez les élections qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Du coup, nous avons entendu la communauté internationale. C'est Laurent Gbagbo n'a pas gagné. Laurent Gbagbo n'a pas gagné. Et ici, chez nous, tu sais qui avait gagné. Nous n'avons pas entendu la communauté internationale dire tel a gagné ou tel n'a pas gagné. Ils n'ont pas dit ni Kabila ni Tshisekedi. Alors, pourquoi ces 2 poids et 2 mesures? Donc, la mort de Mandela doit les inspirer aussi à leur donner des leçons pour laisser l'Afrique, libérer l'Afrique. Nous sommes des êtres comme eux. Nous aspirons aussi à vivre dignement, à voyager. Nous n'avons pas besoin. Moi, je n'ai pas envie d'aller en France, d'aller aux États-Unis pour me faire soigner. J'ai envie d'être chez moi, de me soigner. Aller en France comme un pays, comme je peux aller au Tchad, comme je peux aller au Gabon, et pas aller là-bas pour aller chercher la vie. Regardez comment dans des frontières, comment dans des océans, les Africains meurent comme des mouches, ne fût-ce que pour aller. Et quand on les interviewe par les mêmes impériales, qu'est-ce qu'ils disent? Nous allons chercher la vie là-bas. Je crois que mon avenir est en Europe. Mon avenir est en Europe. Ça fait honte. Ça doit faire honte à ces grands dirigeants du monde qui sont allés pleurer Mandela, qui ont dit les discours, ils ne doivent pas faire le contraire de leur discours. Autant Obama dit les gens qui sont avec Mandela, mais qui répriment leur opposition, autant moi j'ai dit aussi, vous avez tenu des grands discours, libérez le monde, libérez le peuple du tiers-monde, libérez le peuple africain. Vous dites que là où il y a vos intérêts, les peuples africains n'ont pas d'opinion. Que cela cesse. Mais attention aussi, lorsque vous demandez libérer, oui c'est bon, mais quand vous les Africains là, on le voit. Est-ce que nous sommes conscients du rôle que nous pouvons nous-mêmes jouer pour nous mettre au même niveau, au même diapason que les autres nations du monde? Monsieur le journaliste, attention. Mon grand-père n'est pas allé chercher le feu en Amérique. Pour préparer ses aliments, il n'est pas allé chercher le feu en France. Il l'a fait lui-même. Mon grand-père n'a pas entendu les Français ou les Belges ou les Américains pour se coudre le pot des animaux pour s'habiller, pour cacher son sexe.
Il n'a pas entendu, il est revenu ici. Mon grand-père n'a pas entendu ces gens pour donner aux rivières, aux forêts, aux aliments que nous mangeons les noms. Quand on dit aujourd'hui les arachides de Tumbela, Ngouba, ce ne sont pas les Américains, c'est nos grands-pères qui ont donné à ça. Nous avons la même tête, mais sauf que on nous prive maintenant, on ne nous met pas dans des possibilités. C'est comme un enfant génie. Mais pourquoi vous voulez qu'on nous mette? Est-ce que nous ne pouvons pas nous battre pour arriver à ce niveau-là? Mais nous nous battons. Mais vous allez vous battre avec quelqu'un qui vous a opprimé. Ça fait des centaines d'années. Vous n'allez pas vous battre de la même manière. Ils ont opprimé depuis longtemps. Vous avez, Mobutu a réclamé ici nos musées. Dans nos musées, ils ont réclamé beaucoup de nos biens qu'ils ont pris. Ils le savent. Ils utilisent de leur argent pour déstabiliser l'Afrique. Aujourd'hui, là, on dit... les journalistes, vous êtes devenu président de la République, Maître Zakari, prenez cette usine, prenez les armes, allez le contrecarrer. Vous voyez que ce sont des méthodes qu'on utilise puisqu'ils savent que nous sommes pauvres et eux sont riches et de cette richesse, ils en font n'importe comment, ils en utilisent abusivement. Mais alors, vous avez donné un exemple correct. Votre grand-père a tout découvert le feu, il a fait ceci, il a cousu des habits pour ces... Mais vous aujourd'hui, nous qui avons fait l'université, apparemment nous sommes plus médiocres que nos grands-parents qui n'avaient pas étudié. Oui, mais puisque ils sont venus nous dire Kenya où il y a les biens, c'est toujours chez eux. On dit qu'aucune civilisation ne peut pas être supérieure à la leur. C'est ce qu'ils disent. Aujourd'hui, là, si je ne suis pas en cravate, je ne vais pas passer cette émission. Si je ne suis pas en veste, vous n'allez pas me recevoir. Aujourd'hui, il faut rouler. Aujourd'hui, il faut faire ceci. Aujourd'hui, on nous a même appris que quand vous étudiez, quand j'étais étudiant, je ne pouvais pas aller aider ma mère à faire les champs. C'est comme ça qu'ils nous ont appris. C'est comme ça qu'ils sont venus avec les religions où on a appelé l'opium du peuple. Ils sont venus nous inculquer ces choses dans nos têtes. Et aujourd'hui, il nous faut des héros. Il nous faut déjà, et même ces héros, nous les avons, mais ils ne veulent pas les laisser diriger cette Afrique. Ils choisissent les gens qu'ils veulent pour pérenniser leur mentalité en nous, de croire que vous et moi, nous ne pouvons pas faire les champs. Nous ne pouvons pas être des fermiers. On croit que comme on a fait l'université, on ne peut pas toucher la houe. Et c'est comme ça qu'ils nous ont appris. Et c'est ce mental, pour les combattre, il faudrait maintenant des nationaux. Or, les nationalistes, vous savez qu'ils ne peuvent pas passer. Là où il y a un leader populaire, ils ne veulent pas. C'est pourquoi je dis que leur discours tenu à la mort de Nelson Mandela peut être aussi une leçon pour eux. Pas seulement les leçons pour le tiers-monde, que ça soit aussi une grande leçon d'abord pour eux, et ensuite pour les autres, ensuite pour l'Afrique, ensuite pour le tiers-monde. Alors, de la vie de Madiba lui-même, qu'est-ce que l'Africain peut retenir et qu'est-ce que ça peut inspirer à un Congolais qui se trouve dans la situation telle que nous la vivons aujourd'hui? Vous dites nous sommes submergés par l'impérialisme qui commande, qui met qui au pouvoir, qui défend tout ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer, nous, Africains, de la vie de Mandela? D'abord, les dirigeants et ensuite les peuples. Voilà. Les dirigeants. Maintenant que Mandela est mort, reviendra-t-il vivre avec toutes ces richesses? Maintenant qu'il est mort, la manière dont on les pleure à travers le monde entier, ça vous inspire quoi? Vous les décideurs qui voulez vous éterniser au pouvoir, qui voulez tricher coûte que coûte, qui voulez arriver par n'importe quelle façon et par n'importe quel chemin. Aujourd'hui, la mort de Mandela ne vous a-t-elle pas enseigné? Pourquoi voulez-vous vous éterniser au pouvoir? Pourquoi voulez-vous toujours briser la Constitution? Vous voulez la violer à tout moment, quand même il n'en faut pas. Et pour le peuple congolais, Nelson Mandela n'est pas né grand comme il est là. Il est né comme vous et moi. Sa maman l'a mis au monde dans ce village-là. Il ne savait même pas c'est qui il est. On l'a mis au monde, il a été envoyé, comme on envoie tous les enfants, aller me chercher du feu. Il pouvait être tapé par n'importe qui, il pouvait être bousculé à l'école. Les professeurs pouvaient le donner 0 facilement. Mais un jour, Mandela a grandi, il a dit, « Oh, moi et noir, je ne peux pas accéder dans la ville de Johannesburg. Moi et noir, il me faut un passeport pour aller en ville. Moi et noir, je ne peux pas me marier à une femme blanche. Moi et noir, je ne peux pas entrer dans les mêmes bus avec le blanc. Moi et noir, je ne peux pas... » Non, mais qui suis-je? Dieu ne m'a-t-il pas créé comme ces hommes? Là, il est seul. Là, Mandela est seul. Et quand il fait tous ces raisonnements, quand il lève toutes ces options, il lève l'option courageuse, qui ne savait même pas que ça allait lui amener où. Il dit, je combats. Et il entre dans les combats. Nous avons vu Tshisekedi comme ça. Il a vu comme ça. Mobutu, qui était devenu empereur dans les dictatures. Tshisekedi dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous abandonne et je vous combats. Il a combattu il y a un jour. Et le peuple l'a appelé Mandela du Congo, Moïse, Sauveur, ainsi de suite, vous l'avez suivi. Donc, ce sont des choses qui, comme on l'a dit, ce sont des esprits qui incarnent dans des hommes rares,
qui ne font pas longtemps sur la terre, les exceptions faites à ceux qui ont fait longtemps sur la terre, ici chez nous comme ailleurs. Alors Mandela, quand il décide pour aller dans les combats, plus il se bat, plus il trouve qu'une deuxième personne s'ajoute, une cinquième, une dixième, et des multitudes de gens les soutiennent, et Mandela trouve du goût, Mandela trouve du poids, et Mandela persévère, excelle, et Mandela jusqu'au bout. En allant jusqu'au bout, voilà les résultats qu'il récolte aujourd'hui. Ce n'est pas un jeu d'un seul jour. Vous voyez ce que Mandela a fait là? Ce n'est pas le travail d'un seul jour. Il se réveille comme ça, il devient Mandela. Non, c'est un combat. C'est une option levée. C'est un idéal à atteindre. Et non peut mourir pour son idéal. C'est ce qu'on vous dit chez nous. Oh, comment ils sont plusieurs années les présidents des partis. Mandela a démissionné puisque Mandela, il avait sa lutte. Il avait accompli sa lutte. Il est sorti de la prison. Mandela a été président de la République et il a démissionné. Les autres sont encore dans les partis politiques pour combattre, accéder au pouvoir et accomplir la mission pour laquelle Dieu les avait envoyés sur la terre. Voilà pourquoi Nelson Mandela donne des leçons, la leçon aux dirigeants et la leçon au peuple congolais qui ont peur de croire que si je vais descendre, on va me tuer. Si on peut vous dire combien on a tué en Afrique du Sud. Très bien. Alors, oui, Mandela vient, on a vu une réconciliation, on a parlé, c'était une occasion de réconciliation. On a vu, par exemple, Barack Obama lui-même est venu avec le président Carter, il est venu avec Bill Clinton, il est venu avec le président Bush. Sarkozy s'est fait accompagner ou était accompagné du président François Hollande. On a vu beaucoup de chefs d'État qui sont allés. Mais aujourd'hui, l'Afrique a une difficulté en ce qui concerne l'intégration. Parce qu'au moment où vous plaidez, nous devons être libres, le Rwanda, l'Ouganda et les autres cherchent encore à faire la guerre à la République démocratique du Congo. Alors que normalement, nous devrions nous considérer comme un même peuple ayant subi tous la colonisation, l'esclavage, tous ces éléments psychologiques qui devaient faire de nous, comme disait Kwame Nkrumah, qui devaient faire de nous donner la possibilité de croire à une émergence d'une Afrique collective. Mais c'est facile à comprendre. Quand Hollande est passé proclamé président de la République française, vous avez vu Sarkozy refuser? Vous avez vu tricher les élections, tripoter les élections? Vous avez vu des semaines et des semaines pour proclamer les résultats? Non, c'est de la manière qu'on arrive au pouvoir chez nous que ça déçoit. La manière dont on arrive au pouvoir en Afrique. Aujourd'hui, nous avons fait les élections dans ces pays. Kabila est à même d'appeler Tshisekedi pour aller en Afrique du Sud. Il ne pouvait pas le faire. Mais Sarkozy et Hollande sont venus ensemble puisqu'ils se sont dit bonjour et au revoir le jour de passation du pouvoir. Parce que les élections étaient passées de manière civilisée. Mais chez nous, comment ça se passe? Comment ça se passe chez nous? Mais Tshisekedi a refusé de reconnaître la victoire de Kabila, même si la CENI ne l'avait pas proclamé président de la République. Ah, vous dites même si. Vous refusez comment? Les peuples me proclament et vous refusez. Le peuple m'élit, vous refusez. Mais ce n'est pas le peuple qui proclame. Vous parlez du respect de loi, maître Zakari. Écoutez, vous êtes juriste, attendez. Vous êtes juriste. Il y a une institution. On ne revient pas sur le débat sur les élections. Mais je précise, vous êtes dans une organisation. L'État, c'est une organisation. Il y a une institution qui a été mise en place pour organiser et proclamer les résultats des élections. C'est cette institution qui était habilitée à donner les résultats. Et il donne, vous refusez Mais je vous prends dans votre propre logique. Vous avez une institution judiciaire avec les magistrats qui vous arrêtent. Pourquoi vous criez qu'ils sont corrompus? Alors que c'est leur rôle de vous arrêter et de vous condamner. Pourquoi on crie que les magistrats sont corrompus et qu'il n'y a pas la justice au pays? Pourtant, c'est une institution. Vous pouvez crier, mais pour autant que vous apportiez des preuves. Aucune institution, là maintenant vous courez vers la preuve, aucune institution n'est créée pour dérober à la loi. Oui. Aucune institution n'est créée pour briser la loi et pour la violer. Oui. Et pour renforcer la fraude. Oui. À la CENI, il a eu la fraude. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas journaliste de l'intérieur. Combien de gens sont morts ici ne fût-ce que pour passer au serveur central? Combien? Ce qui ne peut pas se faire en France, ce qui ne peut pas se faire aux États-Unis. Voilà pourquoi ils sont venus ensemble. Obama, Bill Clinton, Bush fils, Bush père, ils se sont poursuivis très bien dans la lignée, proprement là. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés ensemble. Mais chez nous, c'est toujours comme ça. La CENI là. Pourquoi d'abord nous avons la CENI? Parce qu'à travers le monde, les élections sont organisées par les ministères de l'Intérieur. Pourquoi nous, en Afrique, nous avons toujours des CNI? Des CNI à problème. C'est parce que nous n'avons pas la culture politique. Voilà. C'est parce que nous n'avons pas encore compris ce que Mandela vient de nous administrer comme leçon. Très bien. Les jours où nous les comprendrons que Nelson Mandela est devenu modèle pour tous, nous devons les copier. Vous verrez, écoutez, nous sommes ici.
il reste 3 ans. M. Kabila n'a jamais fait l'option de dire, et pourtant il y a eu beaucoup d'occasions, n'a jamais fait l'option que je ne me représenterai jamais aux élections de 2016. Mais attendez, s'il vous plaît. Tout ça, ça donne des suspicions. S'il vous plaît. Qui enlèvent les crédits. Attendez, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas dire à M. Kabila aujourd'hui de dire en avance qu'il va se représenter au moment où il sait pertinemment bien que la Constitution limite ce nombre de mandats à 2. Comment vous allez lui demander de se représenter au moment où la Constitution elle-même limite déjà ça? Donc attendez, ce n'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Je crois que ça ne sert pas de lui demander ce que lui-même sait déjà. Donc ça, ce n'est même pas. Ce n'est pas ça le débat. Il sait bien qu'il ne peut pas violer la Constitution. Il a traduit la Constitution de 2 tours. Non. Attendez, ce n'est pas ça le débat. Je crois que ça ne sert pas qu'il le dise aujourd'hui parce qu'il sait que la Constitution limite ce mandat à 2. Il est déjà au 2e, donc vous n'allez pas. Ce serait absurde pour lui de dire non, je ne veux pas me représenter en 2016, alors qu'il sait pertinemment bien qu'en 2016, il ne va pas se représenter. Voilà, nous allons chuter et conclure cette émission, Maître Zakari. Nelson Mandela est parti. L'héritage, comme a dit Barack Obama, ce qui reste entre nos mains, c'est l'héritage de Mandela. C'est la lutte contre les injustices, la lutte contre l'oppression, la lutte pour la promotion des valeurs. Est-ce que nous, jeunesse africaine, nous, pays africains, avons-nous le moyen de pérenniser cet héritage et particulièrement son propre pays, l'Afrique du Sud? Non. Demandez d'abord aux dirigeants africains. Est-ce que les dirigeants sont conscients que les jeunes doivent se battre pour leur meilleur demain? Est-ce qu'ils sont conscients? Et quand ils tentent de se marcher, est-ce qu'ils sont conscients qu'on ne peut pas sortir les chars contre ses propres citoyens? Vous avez suivi hier à l'Ukraine. Et vous avez suivi la tollée à travers le monde entier. L'Amérique menace même des sanctions. Pour des matraques seulement, et des blessures, 30 blessés. Mais quand vous faites sortir les chars contre vos semblables, contre les gens que vous dirigez, c'est à cela d'abord que la question doit être adressée. Est-ce que vous pérennisez, est-ce que vous favorisez la jeunesse à se battre? Vous favorisez la jeunesse à se prendre en charge pour que demain, ces pays soient ainsi. Hier, c'était Mobutu qui est parti. Aujourd'hui, c'est Kabila jeune. Demain, ça sera qui? Ça sera encore un jeune gens qui est encore à l'université ou qui vient de terminer. Alors, il faudrait que ceux qui sont au pouvoir d'abord, puisque moi, je suis dans les cas de ceux qui combattent les inégalités, les injustices. J'ai crié pendant 2 ans comment j'ai été maltraité à Tchikapa. Je n'ai pas eu de sanctions. Il n'y a pas de sanctions. Les sanctions ne viendront pas de l'opposition. L'opposition dénonce et critique. Le pouvoir sanctionne. Il n'y a pas de sanctions. Ce sont eux à qui vous devez adresser les messages. La mort de Mandela doit les inspirer au premier chef, au premier plan. Savoir que Mandela, c'est puisqu'il n'a pas fait pas comme nous, il a fait comme un être extraordinaire qu'aujourd'hui le monde entier le plaît et le plaira toujours, reste dans les annales de l'histoire positive. Voilà ce qui fait bien. La jeunesse africaine, elle est consciente. Quand vous regardez notre diaspora à travers le monde, elle est en ébullition. Quand on donne l'unique occasion à la jeunesse ici, prenez le cas de la lutte contre les serveurs centrales. La lutte âpre, vous voyez la jeunesse au front. Elle est toujours au front. Mais au lieu de trouver même la police civilisée, on trouve des chars. Des chars, c'est pour la guerre et non pas pour les propres compatriotes, les propres concitoyens qu'on dirige, qu'on prétend diriger. Et c'est ce qui freine... Mais quand ils viennent avec la violence, on prend des mesures de police. Non, mais est-ce qu'en Europe, il n'y a pas de violence? En Europe, il y a des violences, mais on prend des dispositions. La police reste la police. Elle a des moyens dissuasifs. Elle a de l'eau, des canons à eau. Elle a des matraques. Elle a des gaz lacrymogènes. Elle n'a pas des armes et des balles réelles pour tirer sur les propres citoyens. Ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire comme ça. On ne peut pas tolérer cela. Alors, voilà pourquoi... en conclusion, vous allez conclure parce que le temps est parti. J'étais en train de conclure, il y avait déjà une seconde. Je disais que l'Afrique, Mandela, c'est un Africain. Donc, pris au sérieux, l'Afrique est encore capable d'offrir au monde beaucoup de spectacles similaires comme celui de Nelson Mandela. Vous vous rappellerez du roi Pelé. C'est un noir. Il a fait des choses extraordinaires qu'aucun joueur jusqu'aujourd'hui ne l'a égalé. Vous prendrez Ali Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est un boxeur noir. Il a fait de la boxe des choses qu'aucun boxeur ne l'a rejoint. Quand vous prendrez Mutombo Dikembe, il y en a encore beaucoup dans l'histoire. Nous avons connu des Kwame Nkrumah, nous avons connu des Yasser Arafat, nous avons des Tshisekedi en vie aujourd'hui qu'on ne veut pas regarder, qu'on méprise. Il vous attendrait le jour où il va mourir, on va lui donner des noms de quartiers entiers en France, en Belgique, partout là, et tiens, Tshisekedi, Université Tshisekedi, alors qu'il est en vie, on les combat. Donc nous avons encore beaucoup de choses à offrir au monde et que par nous-mêmes, par notre combat et par notre conscience, qu'on se débarrasse de ces manies-là, qu'on se débarrasse des choses de croire que moi, comme je suis devenu président de la République, ça
c'en est fini. Qu'on se débarrasse de la manière de croire qu'en politique, c'est une carrière. Non, c'est un mandat. On fait mandat, on passe. Si c'était pour la carrière, moi je suis avocat. Je ne vois pas pourquoi un avocat américain devait faire la politique, aller se faire matraquer. Il est assis, je serai confortablement bien assis en tant qu'avocat. Je suis déjà riche puisqu'au monde, il n'y a qu'un avocat et un médecin qui soit riche à travers le monde entier. Donc les gens cessent de comprendre que le pouvoir, c'est une carrière où il fallait s'enrichir. Si les gens arriveraient à comprendre un jour comme ça, à comprendre la leçon, c'est pour cela que l'UDPS a ouvert une école de formation d'idéologie. Il n'y a pas de honte. Venez apprendre, c'est une école pour tout le monde, pour même de n'importe quel âge. Venez apprendre, ça c'est notre pays. Le pays Congo qui nous appartient à nous tous, l'Afrique qui nous appartient à tous les Africains. Et vous devez, je conclue en disant, j'aurais souhaité que les quelques rares chefs d'État qui sont élus proprement chez eux, comme au Sénégal, comme en Afrique du Sud, comme au Ghana, comme quel pays encore où on a élu proprement les dirigeants, puissent commencer à organiser l'Afrique. Et donner des conditions comme ça s'est fait à l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas née avec 28 membres comme aujourd'hui. Ça a commencé un groupe restreint avec des conditions draconiennes et pour adhérer. Mais malheureusement, chez nous, on se réveille le matin, tous on est dans l'Union africaine. Ceux qui sont élus, ceux qui ne sont pas élus, qui ont fait des coups d'État, qui font des rébellions, tous ils sont dans l'unité africaine. C'est ça les drames et c'est ça les motifs de départ pour la Merci, Maître Zakari. C'est difficile de vous arrêter quand vous avez la parole. Vous avez compris, mesdames et messieurs, nous avons parlé des deux sujets. Le premier, c'était la fin officielle des pourparlers de Kampala. En tout cas, la page est tournée. 3 documents ont été signés, mais il n'y a pas d'accord politique. Ça, vraiment, il faut le préciser. Le gouvernement a finalement, en tout cas, l'emporté parce que c'était ça l'option. On ne pouvait pas accepter que le gouvernement signe un accord politique avec les M23 et c'est ce qui n'a pas été fait. Le gouvernement, par contre, pris acte de la reddition du M23 et la médiation a signé un document officiel qui met fin pour parler dans la capitale ougandaise. Et voilà. Le deuxième sujet, c'est le sujet en rapport avec l'hommage à Nelson Mandela. Comme l'a dit le président sud-africain, nous avons la charge que Mandela nous laisse plutôt, c'est pérenniser son combat. Le combat consiste en la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre l'injustice, la lutte contre toute forme d'oppression et la lutte contre tout ce qui empêche à un État démocratique de fonctionner normalement. Merci à vous tous qui avez suivi. Merci à Maître Zakari pour toutes ces analyses. Le prochain numéro, c'est déjà pour la semaine prochaine. Dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7, sur Radio 7 et sur www.lepotentielonline.com. Au revoir. Merci.